Je me tenais au bord de la tombe, regardant le cercueil descendre dans la terre. Tout le monde murmurait des condoléances. Des heures plus tard, j'ai déverrouillé la porte d'entrée. Elle était là. Ma mère. Assise calmement sur le canapé. Le dîner est presque prêt, ma chérie, a-t-elle dit. J'ai laissé tomber mes clés. Je m'appelle Rachel, et à 26 ans, je n'aurais jamais imaginé jeter de la terre sur le cercueil de ma mère un jour pour la retrouver le lendemain en train de fredonner dans notre cuisine. Pendant des mois, elle n'avait été que la bibliothécaire discrète qui s'inquiétait trop de ma carrière et qui appelait invariablement tous les dimanches. Mais lorsque j'ai franchi le seuil de notre porte d'entrée après ses funérailles et que j'ai entendu Moon River s'échapper de la cuisine, j'ai réalisé que la femme qui m'avait élevé menait une double vie plus dangereuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le moment où elle a levé les yeux de son gratin et a dit « Parfait timing, ma chérie », est gravé dans ma mémoire à jamais. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, j'aimerais savoir d'où vous venez. Laissez-le dans la section des commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre d'autres histoires comme celle-ci. Le salon funéraire sentait les lys et le désinfectant, une combinaison qui me donnait la nausée. Je me suis assise au premier rang, fixant le cercueil en acajou drapé de roses blanches, essayant de comprendre à quelle vitesse tout s'était effondré. Il y a 3 semaines, maman se plaignait de douleurs au dos. Il y a 2 semaines, elle était à l'hôpital avec ce que les médecins appelaient des complications d'apparition soudaine. La semaine dernière, elle était partie. La voix du ministre s'était tirée sur le repos éternel et le plan de Dieu, mais ses paroles semblaient creuses face au poids qui pesait sur ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil au maigre rassemblement, peut-être 30 personnes au total. Pour quelqu'un qui avait vécu 54 ans, cela semblait être une si petite foule. Tante Linda était assise à côté de moi, s'essuyant les yeux avec un mouchoir, me lançant parfois des regards désapprobateurs. Elle aurait voulu que tu portes quelque chose de plus joli, Rachel. Elle avait murmuré plus tôt, scrutant ma robe noire avec un mépris évident, comme si je pouvais l'oublier. Comme si ces 3 dernières semaines n'avaient pas été un tourbillon de visites à l'hôpital, d'appels d'assurance et d'arrangements funéraires dont je suis devenu seul responsable. Papa avait appelé une fois de Phoenix, offrant de creuses condoléances et des excuses quant à la raison pour laquelle il ne pouvait pas faire le voyage. J'ai réécouté le service alors que Madame Patterson, de la maison voisine, montait au podium. Elle a parlé du jardin de maman, de la façon dont elle partageait toujours ses tomates, de la façon dont elle avait aidé à porter les courses pour le couple âgé de l'autre côté de la rue. Des choses normales qui semblaient impossédamment éloignées de la chambre d'hôpital stérile où j'avais regardé les machines lui faire respirer. Et elle était si fière de Rachel, a continué Madame Patterson, parlant toujours du travail de sa fille dans la société de marketing, de son intelligence. De son indépendance. Indépendante. C'est ce que maman avait appelé ça quand j'ai déménagé à 22 ans. Indépendante quand je n'appelais qu'une fois par semaine. Indépendante quand j'étais trop occupé pour lui rendre visite à Noël l'année dernière. Le service s'est terminé par un hymne. Je ne l'ai pas reconnu. Alors que les gens passaient devant le cercueil pour rendre hommage, j'ai remarqué quelque chose qui me tracassait toute la matinée. Le cercueil était scellé. Je l'avais demandé plus tôt, et le directeur des pompes funèbres, Monsieur Hanley, m'avait donné une explication vague sur l'état du corps et les préférences familiales, mais je n'avais pas fait cette préférence. C'est mieux comme ça, ma chérie, avait dit tante Linda quand je l'avais interrogée. Souviens-toi d'elle comme elle était. Mais c'était justement ça. J'avais du mal à me souvenir de comment elle était. Ces dernières semaines avaient été un tel chaos que mes souvenirs de maman, en bonne santé et dynamique, ressemblaient à ceux de la vie de quelqu'un d'autre. Alors que la foule s'amenuisait, je me suis retrouvé seul à côté du cercueil. Le directeur des pompes funèbres s'est approché avec une sympathie calculée. Miss Thompson, nous nous occupons de tout à partir de maintenant. L'enterrement est prévu pour demain matin, uniquement en famille, comme vous l'avez demandé. L'aviez-vous demandé? Ces dernières semaines ont été un tel tourbillon que je ne me souvenais honnêtement pas. Tout s'était passé si vite. Le déclin soudain de maman, les séjours hospitaliers précipités, les arrangements funéraires rapides. Je ramassais mon sac à main pour partir quand le vieux monsieur Chin, de la rue d'Accent grave côté, m'a touché doucement le coude. Rachel, je suis tellement désolé pour votre perte, a-t-il dit. Mais je dois demander. J'aurais juré avoir vu votre mère hier matin travailler dans son jardin. Était-ce moi? Mon sang s'est glacé. C'est impossible, monsieur Chin. Elle est partie depuis une semaine.
Il avait l'air confus, regardant entre moi et le cercueil. Oh, j'ai dû me tromper. Parfois, nous, les vieux, nous voyons ce que nous voulons voir, vous savez. Mais son expression est restée troublée alors qu'il s'éloignait. Le trajet de retour a duré 45 minutes sur des routes de campagne sinueuses. La maison de maman se trouvait au bout de Maple Street, un modeste colonial à 2 étages avec des volets bleus qu'elle avait peints elle-même il y a 2 étés. Le jardin que Monsieur Chin avait mentionné était effectivement impeccable, ce qui m'a paru étrange. Qui s'en occupait? Je me suis assise dans l'allée pendant plusieurs minutes, fixant la maison. Il y a 3 semaines, j'étais là pour le dîner du dimanche, écoutant maman se plaindre de la musique forte de ses nouveaux voisins. Elle semblait parfaitement en bonne santé alors, peut-être un peu fatiguée, mais rien qui suggérait qu'elle allait mourir. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, me préparant à la vague de souvenirs. La maison sentait la vanille et la lavande, la combinaison signature de maman, grâce aux bougies qu'elle brûlait constamment. Je m'attendais au silence, à la sensation creuse d'une maison sans son cœur. Au lieu de cela, j'ai entendu du fredonnement. Mes clés ont glissé de mes doigts engourdis, claquant sur le parquet. Le fredonnement a continué depuis la cuisine. Moon River, la chanson préférée de maman. La chanson qu'elle chantait en cuisinant le dîner quand j'étais petite. Je suis resté figé dans l'entrée. Mon esprit rationnel cataloguant les possibilités. Une radio laissée allumée. Des hallucinations induites par le stress. N'importe quoi sauf l'explication impossible qui se cristallisait lentement dans ma poitrine comme de la glace. Le fredonnement s'est arrêté. Des pas se sont approchés de la cuisine, familiers et légers. Je ne pouvais pas bouger, ne pas respirer, ne rien faire d'autre que de rester là pendant que ma mère tournait le coin, s'essuyant les mains sur son tablier préféré, celui avec de minuscules fleurs bleues que je lui avais achetées pour la fête des mères il y a 3 ans. « Oh, ma chérie », a-t-elle dit, son visage s'illuminant de surprise et de plaisir. « Je ne t'ai pas entendu entrer. » Parfait timing. Je viens de mettre un gratin au four. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle avait toujours été. Même cheveux brun châtain grisonnants tirés en un chignon lâche, même ride d'expression autour de ses yeux verts, même petite cicatrice sur le menton depuis qu'elle était tombée de son vélo enfant. Elle portait son cardigan bleu préféré et les boucles d'oreilles en perles que papa lui avait offertes pour leur 10e anniversaire. Mes jambes ont cédé. Je me suis assise sur la première marche de l'escalier, la fixant pendant que mon esprit parcourait les explications et n'en trouvait aucune. Maman. Le mot est sorti à peine murmuré. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. Elle a ri de sa propre blague, puis a remarqué ma robe noire et mon expression sidérée. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Nous t'avons enterré. Les mots sont sortis sans permission. Maman, nous venons de t'enterrer. J'étais à tes funérailles. Tu es morte. Tu étais à l'hôpital et tu es morte et j'ai planifié tes funérailles et nous t'avons enterré aujourd'hui. Son visage a passé par une série d'expressions. Confusion, inquiétude, et quelque chose qui aurait pu être de la peur. Chérie, de quoi parles-tu? J'ai été là. Je vais bien. Je ne sais rien d'un hôpital où. Elle s'est arrêtée, sa main allant à sa gorge dans un geste que je me souvenais de mon enfance. J'ai lutté pour me lever, mes jambes toujours tremblantes. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être là. Tu es morte. Je les ai vus fermer le cercueil. J'ai choisi les fleurs. J'ai écrit ton avis de décès. Maman s'est approchée, ses mains tendues comme pour me réconforter, mais j'ai reculé avec un sursaut. Si c'était une hallucination provoquée par le chagrin, je ne pouvais pas me laisser sombrer dedans. Rachel, chérie, viens t'asseoir. Laisse-moi te faire du thé. Tu es visiblement bouleversée par quelque chose, mais je te promets que je vais bien. Je suis là. Je suis vivante. Elle a tendu la main et a doucement touché ma joue, sa main chaude, réelle et incroyablement familière. Ce contact a brisé quelque chose en moi. J'ai attrapé sa main, sentant le cal sur son pouce dû à des années de jardinage, le léger tremblement qu'elle avait développé au cours de la dernière année, l'alliance qu'elle n'avait jamais enlevée malgré le départ de papa. Elle était solide, chaude, respirant. Son pouls battait régulièrement sous mes doigts quand je les ai pressés sur son poignet. Je ne comprends pas, ai-je murmuré. Si tu es là, qui avons-nous enterré? Qu'est-il arrivé à l'hôpital? Où étais-tu? Une ombre a traversé son visage.
est parti si vite que je l'ai presque manqué. Je ne suis pas sûr de ce que tu penses qu'il s'est passé, mais j'ai été là. Je vais bien. Peut-être que tu as fait un cauchemar. Parfois, le chagrin peut nous faire imaginer des choses terribles. Le chagrin? Le chagrin pourquoi? Elle a hésité. Eh bien, je sais que tu as été stressé dernièrement. Ton travail, vivre seul en ville. Parfois, le stress peut. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Puis un autre et encore un autre. J'ai sorti mon téléphone de mon sac à main avec des mains tremblantes et j'ai vu un flot de messages de condoléances de collègues, d'amis d'université, de parents éloignés. Tellement désolé pour ta perte, Rachel. Ta mère était une femme merveilleuse. Je pense à toi pendant cette période difficile. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à appeler. J'ai montré le téléphone à maman, dont le visage est devenu pâle en lisant les messages. Je ne comprends pas, a-t-elle murmuré. Pourquoi les gens disent-ils ces choses? Parce que tu es morte. Les mots sont sortis plus forts que je ne l'avais voulu, résonnant contre les murs de la maison silencieuse. Tu es morte il y a une semaine. J'ai planifié tes funérailles. J'ai choisi ton cercueil. J'ai écrit ton éloge funèbre. Toute la ville pense que tu es morte parce que tu es morte. Maman s'est assise sur le canapé, sa main sur sa poitrine. Pendant un moment, elle avait l'air fragile et confuse, rien comme la femme confiante qui m'avait élevée. Rachel, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais bien. Et elle s'est arrêtée, regardant autour de la pièce comme si elle vérifiait les auditeurs. Tu ne peux dire à personne que je suis là. Pas encore. Que veux-tu dire, pas encore? Je veux dire exactement ce que j'ai dit. Tu ne peux dire à personne que tu m'as vu ou que je suis vivante. Promets-le-moi, Rachel. Je ne promets rien tant que tu ne me diras pas ce qui se passe. Si tu es vivante, pourquoi ai-je enterré quelqu'un aujourd'hui? Pourquoi ai-je fait le deuil pendant une semaine? Pourquoi y a-t-il un certificat de décès à ton nom? Elle s'est levée brusquement, s'est dirigée vers la fenêtre et a regardé à travers les rideaux. Parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas, des choses que je ne pouvais pas te dire avant, et des choses que je ne suis toujours pas sûr de pouvoir te dire maintenant. Essaie. Elle s'est retournée vers moi et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Une peur authentique. Rachel, si certaines personnes savaient que je suis vivante, cela nous mettrait toutes les deux en danger. J'ai besoin que tu me fasses confiance, juste encore un peu. Me faire confiance? J'ai ri, mais il n'y avait aucune joie là-dedans. Maman, je ne sais même pas si tu es réelle en ce moment. Je ne sais pas si je suis en train de faire une dépression nerveuse ou si c'est une sorte de blague élaborée aussi. Je me suis arrêté, frappé par une pensée horrible. As-tu simulé ta propre mort? Le silence s'est étiré entre nous, lourd de sous-entendus. Finalement, elle a murmuré, c'est compliqué. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté couché dans ma chambre d'enfance, fixant les étoiles phosphorescentes au plafond que j'avais mises quand j'avais 12 ans, écoutant les sons familiers de maman se déplaçant en bas, le doux bruit de ses pantoufles, le sifflement de la bouilloire, le doux cliquetis d'une cuillère contre la céramique, tous des sons qui auraient dû être réconfortants. Au lieu de cela, ils ressemblaient à des preuves dans une affaire que je ne pouvais pas résoudre. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le cercueil scellé, entendais les mots du ministre sur le repos éternel, sentais le poids du programme funéraire dans mes mains. Mais en bas, ma mère supposément morte préparait sa tasse de thé de nuit. À 3 heures du matin, j'ai abandonné le sommeil et je me suis glissé en bas. La cuisine était vide, mais une tasse était dans l'évier, encore tiède. J'ai trouvé maman dans le salon, recroquevillée dans son fauteuil préféré avec un plaid autour des épaules, regardant par la fenêtre la rue déserte. « Tu ne dors pas non plus ?» ai-je demandé doucement. Elle a sursauté, puis s'est détendue quand elle m'a vu. « Je continue de penser que quelqu'un va venir », a-t-elle dit sans quitter la fenêtre des yeux. J'écoute sans cesse les voitures qui n'appartiennent pas. Je me suis installé sur le canapé, en repliant mes jambes sous moi. « Maman, tu dois me dire ce qui se passe. » J'ai passé la journée à accepter les condoléances de personnes qui pensent que tu es morte. Mon patron m'a accordé un congé de deuil. La banque s'interroge sur tes comptes. Je suis censé planifier quoi faire de cette maison. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai pensé qu'elle s'était endormie. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible.
Il y a des choses qui sont arrivées au cours de la dernière année. Des choses dans lesquelles je me suis impliqué et que je n'aurais probablement pas dû faire. Quel genre de choses? Je ne peux pas tout te dire. Pas encore. Mais j'ai besoin que tu saches que si j'avais pu faire les choses différemment, je l'aurais fait. La dernière chose que je voulais était de te faire subir ce genre de douleur. La frustration a éclaté dans ma poitrine. Me faire subir ce genre de douleur? Penser que tu étais morte? Planifier tes funérailles? Me haïr pour ne pas avoir été une meilleure fille? Elle a eu un hoquet comme si je l'avais frappée. Rachel, non. Laisse-moi finir. As-tu la moindre idée de ce qu'ont été ces dernières semaines pour moi? J'ai été noyé de culpabilité, pensant à chaque dispute que nous avons jamais eue, chaque fois que j'étais trop occupé pour appeler, chaque fête que j'ai manqué. Je pensais avoir perdu ma chance de te dire des choses importantes. Quelle chose? A-t-elle demandé calmement. La question m'a prise au dépourvu. Je voulais te dire que je suis désolé d'avoir déménagé, de ne pas avoir appelé assez, d'avoir toujours été trop occupé quand tu avais besoin d'aide, de ne pas avoir été là quand tu étais malade. Mais tu es là maintenant, a-t-elle dit doucement. Et je ne suis pas malade. Quoi qu'il se soit passé à l'hôpital. Quoi qu'il en soit des papiers qui ont été déposés, je vais bien. Vas-tu bien? Je l'ai étudié à la faible lumière. Il y avait de nouvelles rides autour de ses yeux, et elle semblait plus mince que je ne me souvenais. Tu as l'air différente, fatiguée. Elle a serré son plaid. Ça a été une période stressante. Depuis combien de temps? Quand tout cela a-t-il commencé? Encore une fois, cette longue pause. Il y a quelques mois, peut-être plus. C'est difficile de dire exactement quand ça a commencé. J'ai repensé à nos conversations récentes, en essayant de déterminer quand les choses avaient commencé à sembler étranges. Tu as été différente au téléphone ces derniers temps, distraite. Et tu as annulé nos derniers dîners du dimanche. J'avais des choses à régler. Quelles choses, maman? Tu continues de dire que tu ne peux pas me le dire, mais je pense que je mérite quelques réponses. Elle était à nouveau silencieuse, regardant par la fenêtre. Finalement, elle a dit, il y a des gens qui voulaient que je disparaisse. Les faire croire que j'étais morte semblait être l'option la plus sûre. Quels gens? Pourquoi quelqu'un voudrait-il te faire du mal? J'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Je savais quelque chose que je n'étais pas censé savoir. Quoi? Je ne peux pas. Tu ne peux pas me le dire. J'ai terminé sa phrase avec plus d'amertume que je ne l'avais voulu. Juste. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire, maman? Tout le monde pense que tu es morte. J'ai un travail à reprendre, une vie à vivre. Combien de temps suis-je censé garder ce secret? Je ne sais pas, a-t-elle admis. J'essaie encore de comprendre les choses. Le lendemain matin, j'ai appelé malade au travail et j'ai passé la journée à examiner les documents de la semaine dernière, à la recherche d'incohérences. Le certificat de décès semblait officiel, mais en l'examinant de près, j'ai remarqué qu'il avait été déposé inhabituellement rapidement. La cause du décès était indiquée comme des complications dues à la maladie, ce qui semblait vague pour un document légal. Les dossiers de l'hôpital étaient encore plus étranges. Selon les documents, maman avait été admise pour une pneumonie grave qui avait progressé rapidement. Mais je me souvenais lui avoir rendu visite, et bien qu'elle ait été malade, cela ne semblait pas mortel. Le calendrier était compressé. Admission le lundi, décès le mercredi. J'ai appelé l'hôpital en prétendant avoir besoin de copies de ces dossiers médicaux à des fins d'assurance. La femme au téléphone m'a mise en attente pendant un temps inhabituellement long, puis est revenue avec des excuses concernant une erreur système qui l'empêchait d'accéder aux fichiers. Personne n'a rappelé. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était ma meilleure amie, Laura, qui était venue de la ville pour les funérailles. « Salut, comment tu te portes ?» a-t-elle demandé. J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine où j'entendais maman fredonner à nouveau. Je suis. C'était compliqué. J'imagine. Écoute, ma mère a croisé ta tante Linda à l'épicerie. Elle a dit quelque chose sur le fait que tu devais commencer à trier les affaires de ta mère bientôt. Je peux venir ce week-end pour t'aider si tu veux. L'offre était gentille, mais elle m'a envoyé une décharge de panique. Laura ne pouvait pas venir ici. Pas avec maman vivante et cachée dans la cuisine. En fait, ce n'est pas grave. Je ne suis pas encore prête pour ça.
Es-tu sûr? Je sais à quel point c'est difficile de faire face à ces choses toute seule. Je suis sûr, j'ai juste besoin d'un peu de temps. Il y eut une pause. Rachel, vas-tu vraiment bien? Tu as l'air bizarre. Je suis juste fatigué. Les funérailles ont été épuisantes. Après avoir raccroché, j'ai trouvé maman dans le salon, prétendant lire un livre, mais je pouvais dire qu'elle avait écouté à la façon dont elle n'a pas levé les yeux quand je suis entré. Combien de temps cela va-t-il durer? Ai-je demandé. Que veux-tu dire? La dissimulation, le mensonge à toutes les personnes que je connais. Mon ami veut m'aider à vider tes affaires. Ma tante demande quand je vais mettre la maison en vente. Je ne peux pas continuer comme ça indéfiniment. Elle m'a finalement regardé et j'ai vu ce même éclair de peur de la nuit précédente. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance juste un peu plus longtemps. Me faire confiance pour faire quoi? Régler n'importe quel désordre dans lequel tu t'es mise. Je sais. Sa voix était faible. Je sais ce que je t'ai fait subir et je suis désolé. Mais si tu dis à quelqu'un que je suis vivante avant qu'il ne soit trop tard. Quoi? Que se passera-t-il? Elle n'a pas répondu. Elle est retournée à regarder son livre. Ce soir-là, j'étais dans la cuisine en train de préparer le dîner quand quelqu'un a frappé à la porte d'entrée. Maman s'est immédiatement tendue, se pressant contre le mur où elle ne pouvait pas être vue des fenêtres. « Tu attends quelqu'un » ai-je murmuré. Elle a secoué la tête, le visage pâle. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. Un homme dans un costume cher se tenait sur le porche, tenant une mallette. Il avait peut-être 40 ans, avec des cheveux soigneusement coiffés et le genre de sourire qui n'atteint jamais les yeux. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé la chaîne de sécurité engagée. « Puis-je vous aider, Miss Thompson? Je suis David Sterling de Comprehensive Insurance Service. Je suis tellement désolé pour votre perte. J'espérais parler avec vous pour finaliser quelques détails concernant la police d'assurance vie de votre mère. Quelque chose chez lui me donnait la chair de poule. Je pensais que toutes les questions d'assurance étaient traitées par l'entreprise de pompes funèbres. La plupart l'étaient, mais il y a quelques détails à régler. Puis-je entrer? J'ai jeté un coup d'œil vers la cuisine. En fait, ce n'est pas le bon moment. Pouvez-vous laisser votre carte? Son sourire a légèrement vacillé. Je comprends que c'est une période difficile, mais ces questions sont urgentes. Plus tôt nous pourrons tout résoudre, plus tôt vous pourrez recevoir vos prestations. Quelles prestations? Votre mère avait une police d'assurance vie substantielle, mais il y a quelques questions sur les circonstances de sa mort qui doivent être clarifiées avant que nous puissions traiter la demande. Mon cœur a commencé à battre la chamade. Quel genre de questions? Rien de grave, juste des procédures de vérification de routine. Par exemple, nous devons confirmer que vous viviez seul ici, qu'il n'y a pas d'autres membres de la famille qui pourraient avoir une réclamation sur la police. La question m'a paru étrange. Pourquoi serait-il important que je vive seul? Je pense que je préférerais régler cela par l'intermédiaire de mon avocat. Son expression s'est légèrement durcie. Miss Thompson, j'essaie de vous aider ici. Ces polices peuvent être compliquées, et les retards entraînent souvent des complications. Ce serait beaucoup plus facile si nous pouvions simplement avoir une conversation rapide. J'étais sur le point de fermer la porte quand il a ajouté, je dois mentionner que notre enquête a révélé des incohérences dans les dossiers médicaux. Le mot enquête m'a donné des frissons. Je suis désolé, mais j'ai vraiment besoin de gérer cela par les canaux appropriés. Bien sûr. Il a sorti un petit bloc-notes de sa veste. Pourriez-vous juste me confirmer quelques faits de base? Par exemple, quand avez-vous vu votre mère vivante pour la dernière fois? La question ressemblait à un piège. Je pense que nous en avons terminé ici, ai-je dit et j'ai commencé à fermer la porte. Il a mis son pied dans l'ouverture avant que je puisse la fermer complètement. Miss Thompson, je pense vraiment qu'il serait dans votre meilleur intérêt de coopérer avec notre enquête. Sortez votre pied de ma porte ou j'appelle la police. Pendant un moment, nous nous sommes regardés. Puis il a souri ce sourire froid à nouveau et a reculé. Bien sûr, je suis désolé si j'ai paru trop insistant. Il m'a tendu une carte de visite blanche ordinaire avec un minimum d'informations, juste son nom et un numéro de téléphone. Je vous recontacterai bientôt. Je l'ai regardé monter dans sa voiture, une berline sombre aux vitres teintées, et s'éloigner avant que je ne verrouille la porte et n'engage le peine dormant. Quand je me suis retourné, maman était dans le couloir,
le visage blanc comme du papier. « Qui est-ce » a-t-elle murmuré. Je lui ai tendu la carte de visite. Elle l'a regardée un long moment, puis s'est dirigée vers la cuisine et l'a jetée à la poubelle. « Maman, qu'est-ce que tu ne me dis pas ? Cet homme ne venait pas vraiment d'une compagnie d'assurance, n'est-ce pas ?» Elle s'est appuyée contre le comptoir, paraissant soudain avoir tous ses 54 ans. « Rachel, je dois te dire quelque chose, mais j'ai besoin que tu me promettes de ne pas paniquer. Je pense qu'il est un peu tard pour ça. Au cours de la dernière année, je me suis impliqué dans quelque chose. Quelque chose qui a commencé innocemment, mais qui est devenu compliqué. Il y a des gens qui préféreraient que certaines informations ne soient jamais révélées. Quelles informations ? Je ne peux pas tout te dire. Pas encore. Mais j'ai besoin que tu saches que si j'avais pu faire les choses différemment, je l'aurais fait. La dernière chose que je voulais était de te faire subir ce genre de douleur. » Elle s'est penchée contre le comptoir, sa main sur sa poitrine. « Rachel, je suis désolé de t'avoir entraîné là-dedans. Mais maintenant que tu sais, tu es en danger, toi aussi. Ces gens ne laissent pas de fin en suspens. » Comme si elle était invoquée par ces paroles, nous avons entendu le bruit d'un moteur de voiture à l'extérieur. Maman s'est immédiatement tendue, se collant contre le mur où elle ne pouvait pas être vue des fenêtres. « Ils sont là » a-t-elle murmuré. Deux hommes dans un SUV noir. Ils sont juste assis là à regarder la maison. Je l'ai rejointe à la fenêtre et j'ai vu exactement ce qu'elle décrivait. Le SUV était garé de l'autre côté de la rue, ses vitres teintées rendant impossible de voir à l'intérieur, mais je pouvais sentir l'attention malveillante focalisée sur notre maison. « Qu'est-ce qu'on fait » ai-je demandé. « On fait semblant d'être normal. On ne leur fait pas savoir qu'on sait qu'ils sont là. » Mais sa voix tremblait, et je pouvais voir la peur dans ses yeux. « Et ce soir, quand il fera noir, on trouvera un moyen de partir d'ici. » Le reste de la journée s'est déroulé dans une brume surréaliste de normalité forcée. Maman a cuisiné le déjeuner comme si de rien n'était, fredonnant le même air que j'avais entendu quand je l'avais trouvé pour la première fois. J'ai essayé de lire un livre, mais mes yeux dérivaient constamment vers la fenêtre, vérifiant si le SUV était toujours là. Il l'était. Alors que le soir approchait, le poids de notre situation s'est posé sur moi comme une lourde couverture. Ma mère, que j'avais enterrée il y a à peine 2 jours, était vivante, mais cachée de gens qui voulaient sa mort. J'étais maintenant une complice de sa tromperie. Et selon elle, cela faisait de moi une cible, aussi. Le téléphone a sonné, nous faisant sursauter toutes les deux. L'identification de l'appelant indiquait le numéro de tante Linda. « Ne réponds pas » maman a murmuré urgemment. Mais j'étais déjà en train d'atteindre le téléphone. Si je ne répondais pas, Linda continuerait à appeler, et finirait par venir voir comment j'allais. « Salut Linda, Rachel, chérie, comment tu te sens ? » « Je vais bien. Juste fatigué. » « J'imagine. » « Écoute, je sais que c'est difficile, mais nous devons commencer à prendre des décisions concernant les affaires de ta mère, la maison, ses affaires. Je peux passer ce week-end pour t'aider à commencer à trier tout ça. » J'ai jeté un coup d'œil à maman, qui secouait frénétiquement la tête. « En fait, je ne suis pas encore prête pour ça. J'ai besoin de temps. » « Bien sûr, ma chérie, mais tu ne peux pas repousser ça éternellement. Il y a des questions pratiques à considérer. Le prêt hypothécaire, les services publics, tout ça. Je sais. J'ai juste besoin de quelques jours de plus. » « Eh bien, d'accord. Mais Rachel, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, d'accord ? Tu n'as pas à traverser ça toute seule. » Après avoir raccroché, maman et moi sommes restés assises en silence pendant un long moment. Finalement, elle a dit, « On ne peut pas rester ici beaucoup plus longtemps. Trop de gens vont commencer à poser des questions. » Où irions-nous ? Je ne sais pas encore, mais j'ai des ressources, des contacts, des gens qui pourraient nous aider. Quel genre de gens ? Le genre qui comprend ce que c'est que d'être traqué. Alors que l'obscurité tombait, le SUV noir a finalement disparu, mais aucun de nous ne ressentait de soulagement. Nous savions tous les deux qu'il reviendrait, et la prochaine fois, les gens à l'intérieur pourraient ne pas se contenter de regarder et d'attendre. Tard dans la nuit, alors que je me trouvais au lit, écoutant la vieille maison se tasser autour de nous, j'ai pensé à quel point ma vie avait changé radicalement en seulement 2 jours. J'étais passé d'une fille en deuil à une complice dans une conspiration que je comprenais à peine. Mais aussi terrifiante que soit la situation, j'étais certaine d'une chose.
Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas perdre ma mère à nouveau. Pas quand je venais de la récupérer d'entre les morts. À 2h17 du matin, je me suis réveillé au son de verre brisé. Je suis resté parfaitement immobile dans ma chambre d'enfance, le cœur battant contre mes côtes, tendant l'oreille par-dessus le sang qui circulait dans mes oreilles. La maison était tombée dans ce calme nocturne profond qui amplifiait chaque son. Mais maintenant, il y avait de nouveaux bruits, des pas prudents, le craquement doux des planchers, des voix étouffées. Quelqu'un était dans la maison. Je me suis glissé hors du lit, mes pieds nus silencieux sur le parquet, et je me suis glissé jusqu'à la porte de ma chambre. Par l'espace en dessous, j'ai pu voir le faible balayage de faisceaux de lampes de poche se déplaçant sur les murs du couloir. Au moins 2 personnes, peut-être plus. La chambre de maman était en face du couloir. Je devais l'avertir, mais y arriver signifiait traverser un espace ouvert où je pouvais être vu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai traversé le couloir en courant, me collant contre sa porte avant de tourner lentement la poignée. Elle était déjà éveillée, assise dans son lit, les yeux écarquillés de terreur. Quand elle m'a vu, elle a mis un doigt sur ses lèvres et a pointé vers la fenêtre. J'ai pu entendre les intrus en bas maintenant, leur voix basse mais urgente. À l'étage. L'un d'eux a dit, vérifiez chaque pièce. Maman bougeait déjà, enfilant des vêtements avec une efficacité pratique. Dessous son matelas, elle a sorti un petit téléphone noir que je n'avais jamais vu auparavant. Pas son téléphone portable habituel, mais quelque chose qui semblait plus sophistiqué, plus officiel. Elle a appuyé sur quelques boutons et l'a tenu à son oreille. Quand quelqu'un a répondu, elle a murmuré seulement 4 mots. Mockingbird et compromis. Extrayez-la. La réponse fut immédiate et brève. Elle a raccroché et m'a attrapé le bras, me tirant vers la fenêtre. Nous devons partir maintenant. Qui était-ce? Quelqu'un qui peut nous aider, mais seulement si nous sortons d'ici vivantes. La fenêtre de la chambre de maman donnait sur le jardin. Elle l'a ouverte avec précaution, grimaçant alors que le vieux cadre craquait. En dessous de nous, il y avait le toit en pente du porche arrière, puis une chute de 3 mètres dans le jardin. Pas idéal, mais mieux que d'affronter qui que ce soit qui montait les escaliers. Je ne l'ai pas fait depuis que j'ai 16 ans, a murmuré maman en passant sa jambe par-dessus le rebord de la fenêtre. Tu t'es échappé quand tu avais 16 ans. Malgré tout, elle a presque souri. Comment penses-tu que j'ai rencontré ton père? Nous sommes arrivés sur le toit du porche juste au moment où des pas atteignaient le sommet des escaliers. Maman y est allée en premier, se baissant jusqu'au bord du toit et tombant dans ses plants de tomates primés. Je l'ai suivi, atterrissant lourdement et me tordant la cheville, mais il n'y avait pas de temps pour évaluer les dégâts. Par ici, a murmuré maman, me guidant vers la clôture arrière. Derrière nous, des lumières s'allumaient dans toute la maison pendant que les intrus fouillaient chaque pièce. Il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils ne réalisent que nous étions partis et qu'ils commencent à regarder dehors. Nous avons atteint la clôture juste au moment où j'ai entendu quelqu'un crier depuis la fenêtre de la chambre de maman. Elles ne sont pas là. Vérifiez le périmètre. La clôture entre notre jardin et celui des Johnson était de 1,80 m de haut, en bois et solide. Maman m'a d'abord aidé à monter. Puis j'ai tendu la main pour l'aider à la faire passer. Nous avons atterri dans le jardin parfaitement entretenu des Johnson, leur lumière de sécurité à détecteur de mouvement inondant la zone d'une lumière blanche crue. Autant pour la discrétion, ai-je marmonné. Nous avons traversé 3 autres jardins, sautant des clôtures et esquivant des ornements de jardin avant d'émerger sur Elm Street, à 2 pâtés de maison de notre maison. Maman respirait fort, et je pouvais voir la tension sur son visage. Quoi qu'elle ait vécu dans cette maison sûre, cela l'avait marqué. Où allons-nous? Ai-je demandé en nous dépêchant sur le trottoir, restant dans l'ombre entre les lampadaires. Il y a une laverie automatique ouverte 24h24 sur Main Street. Nous pouvons attendre là pendant que l'aide arrive. Aide de qui? De gens avec qui j'avais l'habitude de travailler. De gens qui comprennent ce que nous traversons. La laverie automatique était une relique des années 1980. Toute lumière fluorescente vacillante et machine à laver dépareillée. À cette heure, elle était vide à l'exception d'un vieil homme dans le coin qui pliait ce qui ressemblait à une quantité énorme de linge. Maman a mis des pièces dans une machine et a démarré une lessive de serviettes du panier commun, essayant de ressembler à une personne normale faisant la lessive tard dans la nuit au lieu d'une femme qui fuit pour sa vie. Je me suis assise sur l'une des chaises en plastique, ma cheville me lançait, et j'ai regardé la rue par les grandes fenêtres avant. Maman, tu as dit que tu travaillais avec ces gens. Quel genre de travail?
Elle s'est assise à côté de moi, ses yeux ne quittant pas la fenêtre. Le genre où tu ne peux pas le mettre sur un CV. Ce n'est pas une réponse, Rachel. Il y a des choses dans ma vie que je ne t'ai jamais dites parce que je voulais te protéger d'elles. J'ai travaillé pour le gouvernement pendant un certain temps dans une capacité qui nécessitait certaines compétences. Quel genre de compétences? Le genre qui aide à disparaître quand on en a besoin. Avant que je puisse poser une autre question, un SUV noir a roulé lentement devant la laverie automatique. Nous nous sommes tous les deux tendus, mais il a continué dans la rue sans s'arrêter. Quelques minutes plus tard, il est revenu de l'autre direction, roulant encore plus lentement. Il nous cherche, a murmuré maman. Comment nous ont-ils trouvés si vite? Parce qu'ils sont professionnels, et c'est une petite ville. Il n'y a qu'un certain nombre d'endroits où nous aurions pu aller. Le SUV est passé une troisième fois, et cette fois il s'est garé dans le parking du restaurant en face. Deux hommes en sont sortis, tous deux portant des costumes sombres malgré leur tardive. L'un d'eux était l'enquêteur d'assurance qui était venu à notre porte. C'est lui, ai-je dit. L'homme qui est venu à la maison. Le visage de maman est devenu blanc. David Sterling. J'aurais dû le savoir. Tu le connais? Il travaillait pour Meridian. Il était l'une des personnes en qui j'avais confiance avec les preuves que j'avais trouvées. Elle a fermé les yeux, la trahison évidente sur son visage. C'est lui qui a organisé ma protection. Les pièces du puzzle se sont mises en place. C'est lui qui t'a mise dans cette maison sûre. Et maintenant, il est là pour finir ce qu'il a commencé. En face, Sterling était au téléphone, pointant dans différentes directions pendant qu'il parlait. Son partenaire scannait méthodiquement la rue, vérifiant chaque vitrine, chaque voiture garée. On ne peut pas rester ici, a dit maman. Mais alors que nous nous levions pour partir, le partenaire de Sterling a pointé directement vers la laverie automatique. Il nous avait repérés. Sortie arrière, a dit maman d'urgence. Nous nous sommes précipités vers l'arrière du bâtiment, mais alors que nous atteignions la porte arrière, nous avons entendu des portières de voitures claquer dans le parking derrière la laverie automatique. Ils s'étaient séparés, couvrant les deux sorties. La salle de bain, a dit maman. Maintenant, la salle de bain était petite, minable et avait une fenêtre haute sur le mur arrière. Maman est montée sur le siège des toilettes et a essayé de l'ouvrir, mais elle était peinte fermée. Rachel, j'ai besoin que tu m'écoutes très attentivement, a-t-elle dit, en descendant des toilettes. Dans environ 30 secondes, ces hommes vont passer cette porte. Quand ils le feront, je veux que tu leur dises que tu ne m'as pas vu. Dis-leur que tu es resté ici toute la nuit à faire la lessive, à essayer de t'occuper parce que tu ne peux pas dormir. Je ne te quitte pas. Tu ne me quittes pas. Tu me donnes une chance d'obtenir de l'aide. Quelle aide? Elle a sorti à nouveau le téléphone noir et m'a montré l'écran. J'ai envoyé un message quand nous sommes arrivés ici. L'aide arrive, mais ils ont besoin de temps pour se mettre en position. Combien de temps? Je ne sais pas, mais j'ai besoin que tu nous achètes le temps que tu peux. La porte d'entrée de la laverie automatique a sonné quand quelqu'un est entré. Par la porte mince de la salle de bain, nous pouvions entendre des pas approcher. Promets-le-moi, maman a murmuré urgemment. Quoi qu'il arrive, ne leur fais pas savoir que nous étions ensemble. Avant que je puisse répondre, elle a ouvert la fenêtre. Apparemment, elle n'était pas peinte fermée après tout, juste coincée. Et elle s'est lancée par-dessus et a lancé. J'ai entendu son atterrissage sur le sol à l'extérieur juste au moment où quelqu'un frappait à la porte de la salle de bain. Occupé, ai-je appelé, en essayant de garder ma voix stable. Miss Thompson, c'est David Sterling. Sterling a étudié mon visage pendant un long moment, puis a fait signe à son partenaire, qui avait fouillé le reste de la laverie automatique. Le partenaire a secoué la tête, aucune trace de maman. Miss Thompson, si quelqu'un vous contacte en prétendant être votre mère, il est très important que vous m'appeliez immédiatement. Une telle personne serait extrêmement dangereuse, potentiellement instable mentalement. Vous comprenez? Je suppose, mais je ne comprends vraiment pas pourquoi vous demandez. Juste une précaution. Nous voulons nous assurer que vous êtes en sécurité. Après leur départ, j'ai attendu 15 minutes avant de quitter la laverie automatique moi-même. J'ai marché vers notre quartier, en prenant un itinéraire détourné par les rues secondaires, à la recherche de tout signe de surveillance. Le SUV noir avait disparu, mais je n'avais aucun moyen de savoir s'ils avaient abandonné ou simplement changé de tactique. Quand je suis finalement arrivé dans notre rue,
j'ai été choqué de voir notre maison sombre et apparemment vide. Les intrus étaient partis, mais il n'y avait plus aucun signe de maman. Je n'ai pas osé entrer, car pour tout ce que je savais, ils avaient laissé quelqu'un derrière pour observer mon retour. Au lieu de cela, je suis allé au parc de l'autre côté de la rue et je me suis assis sur un banc où je pouvais voir la maison et j'ai attendu. À l'aube, un jogger s'est approché du parc. En se rapprochant, j'ai réalisé que c'était une femme en tenue de sport, et elle se dirigeait droit vers mon banc. Rachel Thompson, a-t-elle demandé, à peine essoufflée malgré son prétendu jogging. J'ai hoché la tête, lasse. Je suis l'agent Sarah Chinn, FBI. Votre mère m'a demandé de vous trouver. Elle s'est assise à côté de moi sur le banc et a sorti un badge qui semblait authentique. Votre mère est en sécurité, mais nous devons agir rapidement. Il y a des gens qui vous cherchent toutes les deux et ils ne vont pas abandonner. Êtes-vous l'aide qu'elle a appelée? Une partie. Votre mère travaille avec nous depuis 6 mois, nous aidant à constituer un dossier contre Meridian Consulting et ses associés. J'ai ressenti une vague de soulagement mêlée de confusion. Alors, elle travaillait vraiment avec le FBI. Elle le faisait. Mais les gens qui l'ont mise en garde à vue n'étaient pas du FBI. Ils travaillaient pour la même organisation criminelle qu'elle essayait d'exposer. L'agent Chinn a regardé autour du parc, vérifiant s'il y avait quelqu'un qui nous regardait. Votre mère a découvert que Meridian était utilisé pour blanchir de l'argent volé à des contrats de défense. Des millions de dollars qui auraient dû aller à l'équipement de nos troupes étaient détournés vers des comptes privés. Elle m'a dit certaines choses, mais pourquoi ont-ils simulé sa mort? Parce qu'ils avaient besoin qu'elle disparaisse, mais ils avaient aussi besoin de savoir quelles preuves elle avait et où elle les avait cachées. La tuer directement risquait que ces preuves refassent surface automatiquement. En simulant sa mort et en la gardant vivante en détention, ils pensaient pouvoir finir par la faire tout révéler. Mais elle s'est échappée. Elle s'est échappée parce qu'elle est plus intelligente qu'il ne le pensait et plus débrouillarde. L'agent Chinn a presque souri. Votre mère a un passé assez chargé, Rachel. Elle n'a pas toujours été une bibliothécaire de banlieue discrète. Que veux-tu dire? Il y a 25 ans, ta mère était l'une de nos meilleures analystes de renseignement. Elle a quitté l'agence quand elle s'est mariée, voulant une vie normale pour sa famille. Mais certaines compétences ne disparaissent jamais. J'ai pensé à quel point ma mère avait calmement géré notre évasion de la maison, comment elle savait exactement qui appeler et quoi dire. Elle a été formée intensivement pour cela, c'est pourquoi elle a survécu dans cette maison sur assez longtemps pour s'échapper et pourquoi elle a réussi à rester cachée jusqu'à présent. Où est-elle? Quelque part en sécurité. Mais Rachel, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Les gens avec qui nous avons affaire ne vont pas s'arrêter. Ils ont déjà investi trop dans cette dissimulation pour abandonner maintenant. Que veux-tu dire? L'agent Chinn est resté silencieuse un moment, regardant un promeneur de chiens se diriger à travers le parc. Les funérailles d'hier n'étaient pas entièrement fausses. Il y avait quelqu'un dans ce cercueil. Mon sang s'est glacé. Qui? Une femme nommée Jennifer Martinez. C'était une comptable qui travaillait pour l'une des sociétés écrans de Meridian. Elle avait découvert les mêmes irrégularités que votre mère, mais elle n'avait pas été assez prudente quant à qui elle parlait. Ils l'ont tuée et ont utilisé sa mort pour couvrir la disparition de votre mère. 2 oiseaux d'une pierre. Éliminer un témoin et faire disparaître un autre. Je me suis senti mal. Donc, j'ai enterré quelqu'un, mais pas qui je pensais. Je suis désolé. Je sais que c'est difficile à digérer. Et maintenant? Maintenant, nous terminons ce que votre mère a commencé. Nous avons la plupart des preuves dont nous avons besoin pour faire tomber tout le réseau, mais nous avons besoin du témoignage de votre mère pour tout lier. Et après? Nous retournons à nos vies normales. L'expression de l'agent Chinn était sympathique, mais réaliste. Rachel, après ce qui s'est passé, je ne pense pas que la normalité soit une option. Ces gens ont de longues mémoires et une longue portée. Nous pouvons offrir la protection des témoins, de nouvelles identités, une chance de recommencer quelque part en sécurité. Vous parlez de disparaître pour toujours. Je parle de rester en vie. Une voiture s'est garée sur le trottoir près du parc, une berline discrète avec des plaques d'immatriculation gouvernementale. L'agent Chinn s'est levé. C'est notre voiture. Votre mère vous attend. Alors que nous marchions vers la voiture, j'ai pensé à tout ce que je laissais derrière moi. Mon travail, mon appartement en ville, mes amis,
la vie que j'avais passé 26 ans à construire. Mais ensuite, j'ai pensé à maman seule et traquée. Et je savais qu'il n'y avait pas vraiment de choix à faire. La maison sur était une maison de style ranch dans un lotissement de banlieue à 50 km de la ville. De l'extérieur, elle semblait complètement ordinaire, mais j'ai remarqué les subtiles mesures de sécurité. Des caméras déguisées en éléments décoratifs, des portes renforcées, des fenêtres qui étaient probablement blindées. Maman nous attendait dans le salon, et quand elle m'a vu, elle s'est mise à pleurer pour la première fois depuis le début de ce cauchemar. Je l'ai tenue pendant qu'elle sanglotait, sentant sa peur, son soulagement et sa culpabilité mélangés. « Je suis tellement désolée », a-t-elle murmuré contre mon épaule. « Je n'ai jamais voulu que tu sois impliqué là-dedans. J'en faisais déjà partie au moment où je suis né, ta fille, ai-je dit. Nous allons trouver une solution ensemble. » Au cours des heures suivantes, l'agent Chen et ses collègues ont exposé la portée complète de l'enquête. Meridian Consulting n'était que la partie visible de l'iceberg, un réseau d'entreprises et d'individus qui avaient systématiquement volé des contrats de défense pendant des années. L'argent avait financé tout, des yachts de luxe à l'immobilier offshore en passant par les campagnes politiques. Les preuves de votre mère sont la clé pour prouver l'intention criminelle, a expliqué l'agent. Sans elles, nous pouvons prouver des irrégularités financières, mais nous ne pouvons pas prouver une conspiration pour frauder le gouvernement. Qu'en est-il des gens qui l'ont emmené, ai-je demandé à Sterling et à ses associés. C'étaient des hommes de main. Essentiellement, le véritable pouvoir derrière cette opération se trouve dans les salles de conseil d'entreprise et les bureaux gouvernementaux. Maman a pris la parole pour la première fois depuis 1 heure. De combien de personnes parlons-nous? Des douzaines. Des sénateurs, des contractuels de la défense, des cadres d'entreprise, des gens avec suffisamment de pouvoir pour faire disparaître les problèmes. Des gens comme nous, ai-je dit. Exactement. La discussion a été interrompue par le téléphone de l'agent Chen qui sonnait. Elle a décroché, écouté un moment, puis raccroché avec une expression sombre. Ils ont trouvé la maison en Virginie où votre mère était détenue. 3 gardes, tous morts. Il semble que quelqu'un ait voulu éliminer tout témoin de ce qui s'y est passé. Maman est devenue pâle. Ils nettoient la maison, ce qui signifie que nous manquons de temps. S'ils sont prêts à tuer leurs propres gens pour couvrir cela, ils n'hésiteront pas à venir vous chercher toutes les deux. De quoi avez-vous besoin de nous, ai-je demandé. Le témoignage de votre mère devant un grand jury. Mais d'abord, nous devons collecter le reste des preuves qu'elle a cachées. Maman a hoché lentement la tête. La plupart se trouvent dans un coffre de dépôt à la ville, mais y aller signifie nous exposer. Nous aurons une protection, une équipe tactique complète. Ces gens ont prouvé qu'ils peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, a dit maman. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'une équipe tactique suffira? L'agent Chin est restée silencieuse un moment. Puis elle a dit, parce que cette fois, nous allons utiliser leur propre tactique contre eux. Le plan était d'une simplicité élégante. Au lieu d'essayer de se cacher des gens de Meridian, nous allions les laisser nous trouver, mais à nos conditions, dans un endroit de notre choix avec toute la rencontre enregistrée et diffusée en direct. Ils veulent vous faire taire, a expliqué l'agent Chin. Nous allons leur donner l'occasion d'essayer, mais d'une manière qui les expose complètement. Le lieu était les marches du palais de justice fédéral en ville à l'heure du déjeuner, lorsque la zone serait bondée de monde et de médias. Maman approcherait le bâtiment publiquement, sans tenter de cacher son identité, tandis que des dizaines d'agents sous couverture et des caméras cachées captureraient tout ce qui allait suivre. S'ils essaient de m'emmener en plein jour devant des témoins, cela prouve qu'ils sont désespérés, a dit maman. Et les gens désespérés font des erreurs. Et s'ils n'essaient pas, alors j'entre dans ce palais de justice et je livre mon témoignage. Quoi qu'il en soit, la vérité éclate. Le matin du plan, j'ai presque perdu mon sang-froid. Maman et moi étions dans une chambre d'hôtel au centre-ville, regardant les nouvelles sur ce que les médias appelaient la plus grande enquête pour fraude financière depuis des décennies. Meridian Consulting faisait déjà l'objet d'une enquête fédérale. Mais sans le témoignage de maman, l'affaire était principalement circonstancielle. Je peux témoigner à la place, ai-je offert. Leur dire ce que j'ai trouvé dans ton bureau. Ce que Sterling m'a dit. Maman a secoué la tête. Tu es un témoin secondaire. Je suis celle qui a vu les transactions, qui a une connaissance détaillée du fonctionnement de l'escroquerie. Tu es aussi celle qu'ils veulent morte, c'est pourquoi cela doit fonctionner. À 11h30, nous avons quitté l'hôtel et avons marché les 6 pâtés de maison jusqu'au palais de justice.
Les rues étaient animées par la circulation piétonne normale du centre-ville, mais j'ai remarqué les signes subtils de la présence du FBI. Des agents se faisant passer pour des vendeurs de rue, des ouvriers qui semblaient plus intéressés à regarder la foule qu'à travailler. Des touristes avec des appareils photo coûteux pointés dans notre direction. Maman marchait calmement à mes côtés, mais je pouvais sentir la tension émanant de son corps. 25 ans de vie tranquille en banlieue, et voilà qu'elle marche vers ce qui pourrait facilement devenir une zone de guerre. Quoi qu'il arrive, a-t-elle dit calmement, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Ces derniers jours, tu as été plus courageuse que je ne l'aurais jamais imaginé. J'ai appris du meilleur. Nous étions encore à 2 pâtés de maison du palais de justice quand je les ai repérés. 2 hommes en costume sombre marchaient parallèlement à nous de l'autre côté de la rue. L'un d'eux était Sterling. Ils sont là, ai-je murmuré. Je les vois. D'autres silhouettes sont apparues dans la foule autour de nous. Des gens qui bougeaient avec trop de détermination, qui gardaient leurs mains dans leurs vestes, qui parlaient dans des microphones cachés. Le FBI s'attendait à cela, mais le nombre écrasant de gens de Méridian était accablant. Rachel. Maman a arrêté de marcher et s'est tournée vers moi. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? J'ai besoin que tu t'éloignes maintenant. Va dans ce café derrière nous et reste là jusqu'à ce que ce soit fini. Je ne te quitte pas. Tu ne me quittes pas. Tu t'assures que quoi qu'il arrive ici, quelqu'un survive pour raconter l'histoire. Avant que je puisse argumenter, Sterling et son partenaire ont traversé la rue et se sont approchés de nous. Mais au lieu d'essayer de saisir maman ou de nous menacer, Sterling s'est contenté de s'approcher et de tendre la main comme pour saluer un vieil ami. Margaret, a-t-il dit, en utilisant une fausse identité que nous avions trouvée dans le bureau de maman. C'est bon de te revoir. Maman n'a pas pris sa main. J'aimerais pouvoir dire de même, David. Tu as causé tout un émoi en disparaissant de la garde à vue comme ça. Nous étions inquiets pour toi. L'étiez-vous? C'est pourquoi vous avez envoyé des hommes armés fouiller ma maison au milieu de la nuit? Le sourire de Sterling n'a jamais vacillé, mais j'ai pu voir l'agent Chen et son équipe se rapprocher de plusieurs directions. Toute la conversation était enregistrée par au moins une douzaine d'appareils différents. Je pense qu'il y a eu un malentendu, a dit Sterling. Pourquoi ne pas aller quelque part en privé et en discuter calmement? Je pense que nous devrions en discuter ici en public, où tout le monde peut entendre. Margaret, tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. Je m'appelle Patricia Thompson, et je suis ici pour remettre des preuves de fraude massive aux autorités fédérales. Des preuves que vous et vos associés avez essayé de supprimer très fort. Le sang-froid de Sterling a finalement craqué. Sa main s'est dirigée vers sa veste, mais avant qu'il ne puisse tirer ce qu'il portait, l'agent Chin est apparu derrière lui, le pistolet dégainé. FBI. Que personne ne bouge. Ce qui a suivi fut un chaos contrôlé. Sterling et ses associés ont été encerclés et arrêtés en quelques minutes tandis que maman et moi étions escortés dans le palais de justice par une escouade de marshals fédéraux. Les médias, attirés par le tumulte, ont tout capturé. Les arrestations, l'identité de maman, et sa brève déclaration selon laquelle elle était un témoin dans une enquête fédérale majeure. Le soir, l'histoire faisait les gros titres nationaux. La résurrection de maman est devenue un symbole de corruption gouvernementale exposée et de justice rendue. Les preuves qu'elle a fournies ont conduit à l'inculpation de 37 personnes, dont 2 sénateurs et le PDG de l'un des plus grands sous-traitants de défense du pays. Mais la victoire a eu un prix. Même avec la plupart des conspirateurs en garde à vue, l'agent Chin a clairement indiqué que nous ne pouvions pas retourner à nos anciennes vies. Il y a trop de gens qui ont trop à perdre. Elle a expliqué, vous serez toujours des cibles. Le programme de protection des témoins nous a proposé de nouvelles identités dans une petite ville de l'Oregon. Maman redeviendrait bibliothécaire, utilisant ses vraies compétences, mais avec un passé fabriqué. Je recommencerai comme coordonnateur marketing pour une organisation à but non lucratif local. Ce n'est pas idéal, a admis l'agent. Mais c'est sûr. Maman et moi en avons parlé pendant des heures avant de prendre notre décision. Laissez tout derrière nous. Notre maison, nos souvenirs, nos identités même pour avoir une chance à une vie paisible ailleurs. Je t'ai déjà perdu une fois. Je lui ai dit, je ne te perds pas à nouveau, peu importe où nous devons aller. 6 mois plus tard, j'étais assise dans un café à Portland, lisant sur la condamnation du dernier conspirateur de Méridian quand mon téléphone a sonné. C'était maman, ou plutôt, c'était Carol Patterson, son nouveau nom.
Comment s'est passée ta première journée au nouveau travail, a-t-elle demandé. Bien. Bizarre, mais bien. Et toi? Tu t'installes à la bibliothèque? C'est bien d'être de retour parmi les livres, et les gens ici sont gentils. Des regrets? Il y eut une pause. Sur l'exposition de la corruption. Jamais. Sur le coup, parfois. Mais Rachel, ou devrais-je dire Sarah, je veux que tu saches quelque chose. Quoi? Ces 6 derniers mois à te connaître à nouveau. Te connaître vraiment. Pas seulement comme ma fille, mais comme la femme forte et courageuse que tu es devenue. Ça valait tout ce que nous avons vécu. J'ai souri, regardant la pluie strier la fenêtre du café. Je t'aime aussi, maman. Je t'aime aussi. Et Rachel? Ouais. Demain, c'est dimanche. Aimerais-tu venir dîner? Je fais ce gratin que tu aimais tant quand tu étais petite. Ça me plairait. Ça me plairait beaucoup. Après avoir raccroché, je suis resté assise un moment à penser aux secondes chances et au prix de la vérité. Nous avions perdu nos anciennes vies, mais nous avions gagné quelque chose de plus précieux. La connaissance que lorsque tout s'est effondré, nous avions choisi de rester ensemble. Dehors, la pluie de l'Oregon continuait de tomber, lavant les rues pour un autre jour. Dans quelques heures, je conduirai jusqu'à la nouvelle maison de maman, où nous partagerions un repas et parlerions de nos nouvelles vies, de nos nouvelles identités, de nos nouveaux espoirs pour l'avenir. Nous avions enterré le passé, le vrai passé, avec tous ses secrets et ses mensonges, et étions ressortis comme des personnes différentes dans un endroit différent. Mais l'amour entre nous, le lien qui avait survécu au certificat de décès, aux faux enterrements et aux évasions nocturnes, était resté exactement le même. Certaines choses que j'ai apprises sont trop fortes pour être détruites par quoi que ce soit que le monde puisse leur jeter, même la mort. Sacrifieriez-vous tout ce que vous avez jamais connu pour protéger la personne que vous aimez le plus, même si cela signifiait vivre dans le mensonge pour le reste de votre vie? Appuyez sur ce bouton j'aime si cette histoire vous a tenu en haleine et abonnez-vous pour plus de récits de secrets de famille qui changent.